Nous sommes le 7 avril 1994 et, dans le camp de concentration d'Auschwitz, commence à s'écrire l'une des plus grandes histoires de la Seconde Guerre mondiale. Deux juifs slovaques emprisonnés, Alfred Wetzler et Rudolf Vrba, entament leur tentative d'évasion de cette horrible usine de la mort, préparée de longue date. En soi, cela n'a rien d'extraordinaire. Des centaines de tentatives similaires ont eu lieu dans l'histoire du camp. Mais Wetzler et Vrba, contrairement à la plupart des autres, réussissent. De plus, après un voyage de 3 semaines en Slovaquie, ils arrivent à Žilina, où ils dictent à la communauté juive choquée un rapport de 32 pages sur le meurtre de masse qui se déroule à Auschwitz depuis 2 ans. Ce texte deviendra l'un des documents les plus importants du XXe siècle. Depuis sa publication, il n'est plus possible de faire comme si le monde ignorait l'existence des camps d'extermination. Et même si les Alliés continuent d'hésiter de manière injustifiée à agir contre ces atrocités, on estime que les rapports Wetzler et Vrba ont sauvé la vie d'au moins 200 000 juifs hongrois dont les déportations ont été stoppées après leur publication. Alfred Wetzler, prisonnier numéro 2912, né en 1918 à Trnava. Il travaille comme ouvrier à Bratislava et, en 1941, il est emprisonné pendant 4 mois pour sabotage. Il est arrivé à Auschwitz par transport depuis le camp de travail de Seredi en avril 1942. Il y travaille progressivement comme porteur de cadavres, préposé à la morgue, terrassier ou scribe. Dans un groupe secret de résistance, il rencontre une connaissance de Trnava, Rudolf Vrba. Rudolf Vrba, de son propre nom, Walter Rosenberg, prisonnier numéro 44070, né en 1924 à Topolchany. Juif, il est renvoyé de l'école secondaire, puis travaille comme ouvrier. À l'âge de 17 ans, il décide de s'enfuir de Slovaquie, mais il est arrêté alors qu'il traverse la frontière. Il est placé dans le camp de collecte de Nováky et, en juin 1942, il est transporté en Pologne. Il passe 2 semaines au camp de concentration de Majdanek, près de Lublin, puis est envoyé à Auschwitz. Il a travaillé dans l'entrepôt, aux travaux de construction des esclaves dans l'usine de Bunaverken, et plus tard dans l'équipe qui triait les bagages des victimes. Il est l'un des rares à avoir survécu à 50 coups de fouet pour avoir fait passer des objets en contrebande dans une autre partie du camp. Dans la dernière période avant son évasion, il a travaillé comme preneur de notes. Wetzler et Vrba commencent à planifier leur évasion dans la seconde moitié de l'année 1943. À cette époque, leur parfaite connaissance du camp, les informations sur les tentatives précédentes d'autres prisonniers et le soutien de leur groupe de résistance les aident. Cela peut paraître étrange vu d'aujourd'hui, mais leur principale motivation n'est pas de sauver leur propre vie. Ils y ont déjà renoncé à maintes reprises, mais c'est surtout le désir de raconter au monde ce qui se passait dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Ils sont fermement convaincus que lorsque les Alliés l'apprendront, ils prendront immédiatement des mesures pour le contrer. Moje hlavní pohnutko, když jsem byl v Oświęcimie, byl hněv nad německou drzostí. Ta samozřejmost, s jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahalenými do bláta krve, moče a výkalů, v bezvadně vyčistěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem v rukách, tak 100% vědomí své nadřazenosti, že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám vy darebáci ukážu. Wetzler et Vrba construisent secrètement une sorte de bunker sous les planches empilées à l'endroit où les nouveaux bâtiments doivent être construits. Il s'agit d'une zone située derrière une clôture électrifiée et barbelée qui encercle tout le camp. À environ 2 km de là, il y a cependant d'autres tours de garde qu'il est pratiquement impossible de franchir. Cependant, lorsque tous les prisonniers travaillant dans la zone située derrière les barbelés rentrent au camp pour la nuit, les tireurs se retirent des tours. Si quelqu'un ne revient pas, il est maintenu en attente pendant 3 jours, et toute la zone située derrière les barbelés est fouillée par des patrouilles et des chiens. Les 2 jeunes hommes savaient qu'ils doivent rester sous les planches pendant au moins 72 heures. Grâce à leurs contacts dans l'unité de triage, ils obtiennent des vêtements civils, de la nourriture, un couteau et du tabac russe pour leur cachette
dont l'odeur déroute les chiens de recherche. Le 10 avril 1944, à 18h30, ils entendent enfin les ordres allemands qui font descendre les sentinelles des Miradors et, à 10h, ils osent sortir. C'est la première fois qu'ils voient le camp de l'extérieur. S'ensuit une évasion de 3 semaines à travers la Pologne, au cours de laquelle ils ont de la chance à plusieurs reprises et sont secourus et aidés par des inconnus. Ils traversent les Beskides et arrivent à Žilina, en Slovaquie, à la fin du mois d'avril. L'État slovaque fasciste a cessé de déporter ses juifs vers les camps de concentration en octobre 1942 et au moment de l'évasion, la déportation n'avait pas encore repris. Cela signifie qu'il y avait encore de petites communautés juives qui vivaient et travaillaient dans les villes slovaques. Lorsque les 2 jeunes hommes surgissent de nulle part devant la communauté juive de Žilina et racontent leur expérience, tout le monde hésite à les croire. Ils pensent qu'il s'agit d'une provocation. Pendant plusieurs jours, ils les interrogent séparément, leur posant des questions pièges, essayant de trouver des contradictions dans leurs témoignages. Mais ce qu'ils disent est pratiquement identique en tout. Ils connaissent les détails et beaucoup de noms. À la fin, on leur demande de nommer certaines personnes des transports qui sont allés en Pologne, parce que c'était l'une des rares choses qui pouvaient être vérifiées. Lorsque Wetzler et Werba ont commencé à citer des noms, chacun provenant de son propre transport, les personnes présentes ont compris que, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était probablement vrai. Ils ont rédigé un rapport de 32 pages qui décrit de manière très complète le fonctionnement de l'enfer d'Auschwitz. Il est difficile à lire, même aujourd'hui. Les horreurs inimaginables y sont présentées de manière tout à fait objective, comme désintéressée. Un exemple pour tous. Notre tâche consistait à décharger les morts, les mourants et les bagages du wagon. Les morts, c'est-à-dire tous ceux qui ne pouvaient pas se tenir debout, ont été mis en tas. Un comité de la section politique a fait une sélection d'environ 10% d'hommes et 5% de femmes et les a emmenés au camp. Le reste a été chargé dans des camions et envoyé à Birkenau où ils ont été gazés. Les morts et les mourants allaient directement dans les chambres à gaz. Il arrivait souvent que de petits enfants vivants soient jetés dans les camions avec eux. La suite du destin du rapport Werba-Wetzler mériterait un article à part. Il a été rédigé en 3 exemplaires, qui devaient faire 3 voyages vers les alliés occidentaux, mais après de nombreuses péripéties, le texte n'est arrivé à Genève, en Suisse, que le 10 juin. C'est là qu'un représentant du gouvernement tchécoslovaque en exil s'en saisit, et découvrant que 3000 Tchécoslovaques avaient été assassinés en mars, et qu'il allait en être de même pour d'autres qui avaient été amenés là par les nazis 6 mois plus tôt, il alerte les médias britanniques. Le 15 juin, la BBC diffuse l'information et le 20 juin, le New York Times la reprend. Cependant, les 6 semaines qui se sont écoulées entre la rédaction et la publication du rapport ont eu un impact désastreux sur la communauté juive de Hongrie. À la mi-mai, les déportations massives commencent et, dans la plupart des cas, les victimes sont immédiatement envoyées dans les chambres à gaz. Le 7 juillet, lorsque le gouvernement de Horthy met fin aux déportations sous la pression de l'opinion publique mondiale, plus de 400 juifs hongrois ont été emmenés à Auschwitz et 80% d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Mais ce n'est pas tout. Les organisations juives mondiales et l'opinion publique ont commencé à exiger des alliés qu'ils prennent des mesures contre ces massacres incroyables. Ils doivent bombarder les chambres à gaz, les fours crématoires et les voies d'accès aux chemins de fer. Le Premier ministre britannique Churchill lui-même a écrit « Faites tout ce que vous pouvez et si nécessaire, faites appel à moi. » Mais il ne s'est rien passé du tout. Le commandement allié a justifié cela par un certain nombre de complications stratégiques, mais le fait est que c'était peu après le jour J en Normandie, et que la défense de leurs propres troupes était une priorité évidente par rapport à la vie de juifs appauvris quelque part en Pologne. Le camp de concentration d'Auschwitz a finalement été libéré à la fin du mois de janvier 1945 par l'avancée de l'armée rouge. Avant de partir, les Allemands font sauter les chambres à gaz et les fours crématoires et envoient tous les prisonniers encore en état de se déplacer aux travaux forcés dans le Reich. À la libération du camp, seuls 7000 prisonniers, affaiblis jusqu'à la mort, survivent dans les ruines. Tel est l'épilogue amer du rapport Wetzler et Werba. Pourtant, leur fuite et leurs témoignages n'ont pas été vains. L'arrêt des déportations de juifs hongrois a sauvé la vie d'environ 200 000 personnes et le monde a dû cesser de prétendre qu'il ignorait l'existence d'Auschwitz. Et, espérons-le, la bravoure d'Alfred Wetzler et de Rudolf Werba
contribuera à faire en sorte qu'une telle horreur ne se reproduise plus jamais.